Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Des professeurs absents, non remplacés, une organisation bousculée et des parents évidemment en colère. Aujourd'hui, on leur donne la parole dans le grand JT. Ils sont de plus en plus nombreux à taper du poing sur la table pour dénoncer les défaillances de l'éducation nationale. Revaloriser les métiers de la main par les ateliers pratiques dès le collège, c'est la mission que s'est donnée Gabrielle Légeret, présidente et fondatrice de l'association De l'or dans les mains. Elle sera avec nous en deuxième partie d'émission. Dans sa chronique, Loïc Landreau nous racontera comment la parole se libère sur les réseaux sociaux pour dénoncer le harcèlement que subissent des milliers d'enfants. Ils sont près d'1 million selon nos chiffres. Mais tout de suite, place à la question du jour. Et notre question du jour porte sur le rôle des parents dans la scolarité de leurs enfants. Ils sont de plus en plus nombreux à élever leur voix pour dénoncer le manque de profs, le non-remplacement des profs précisément, des profs absents et surtout le chamboulement de leur vie quotidienne forcément et la vie quotidienne de leurs enfants. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Abdelkrim Mesbahi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur de la FCPE dans le 92. Le 92, c'est les Hauts-de-Seine, près de Paris. Et puis, je suis ravie d'accueillir également Solène Seller, bonjour. Vous m'entendez, Solène ? Je vous entends. Génial, merci d'être avec nous. Vous êtes maman d'un petit Thaïs et vous habitez également dans le 92. Merci beaucoup d'être avec nous. Solène, priorité aux ladies. Vous pouvez me raconter votre situation. Vous êtes maman, votre enfant Thaïs ne va pas à l'école depuis quand ? Alors, c'est-à-dire qu'il va à l'école, depuis la rentrée de septembre. Pour autant, il n'a pas en fait le nombre de jours d'instruction prévu, c'est-à-dire au gré des absences de sa maîtresse titulaire, il ne bénéficie pas de remplaçant. Donc, c'est pour lui des heures et des journées scolaires perdues, quoi. Donc, ça, c'est pour lorsque sa maîtresse est absente. Cumulé à ça, il y a également des jours de grève. Donc, c'est vrai que c'est un exercice très sportif pour nous parents, pour l'organisation. Et surtout, c'est vraiment quelque chose qui nous angoisse, qui nous perturbe un peu concernant leur scolarité, quoi. Oui, bien sûr, j'imagine. Votre enfant s'appelle Théis, c'est bien ça ? C'est ça. Quel âge a-t-il ? Il a 6 ans, il va avoir 7 ans, il est en CP. Et donc une classe qui est très importante évidemment pour la scolarité de l'enfant. Alors elles le sont toutes, toutes les classes bien entendu, mais enfin on sait à quel point le CP est une classe importante pour évidemment apprendre à lire, à écrire et à compter. Quand vous dites qu'il va en classe mais que le professeur n'est pas là, ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait ? Il est surveillé ? Alors c'est ça s'apparente à de la garderie, puisque lorsque il n'y a pas de remplaçant prévu, les élèves sont dispatchés, donc ce qui veut dire répartis dans d'autres classes, qu'ils soient ou non du même niveau. Et dans tous les cas, peu importe le niveau, j'ai envie de dire, du dispatchage, c'est qu'ils ne bénéficient pas de l'instruction, c'est-à-dire que l'instituteur ou l'institutrice de la classe où l'élève sera dispatché ne fait pas cours à l'élève qui n'est pas de base dans sa classe. Donc, c'est-à-dire que l'élève fait au choix rien ou du coloriage, quel que soit le niveau, que ce soit du CP ou au CM2, et donc ne bénéficie pas de l'instruction. Et en même temps, l'instituteur ou l'institutrice se voit avec une charge supplémentaire. Donc, si vous voulez, les deux situations ne sont pas acceptables. Bien entendu, d'autant plus que dans votre situation, c'est un professeur qui a été remplacé par un remplaçant qui est maintenant absent. C'est bien ça ? Alors nous, c'est un congé maternité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pouvait être prévisible. On ne parle pas d'une maladie qui n'est pas de façon anticipée, on aurait pu prévoir. Donc là, elle ne bénéficiait pas, la maîtresse de mon fils, d'un remplaçant au départ de son congé. Alors pour autant, c'est vrai que c'était pas le début de la maternité, c'était le pathologique, mais pareil, ça aurait pu être anticipé quelque part. Et c'est vrai qu'on a eu un remplaçant au bout d'une semaine, et ce même remplaçant est tombé malade et on n'avait plus de remplaçant. Donc si vous voulez, c'est assez... voilà.
Évidemment, c'est très perturbant, à la fois pour vous, bien sûr, parents, mais surtout pour votre fils. Abdelkrim Mesbahi, je le rappelle, vous êtes administrateur de la FCPE dans le 92. Est-ce que le cas de cette maman, de Solène Saller, est un cas que vous retrouvez très souvent? Alors, bien sûr, il y a dans de multiples établissements, un enseignant a le droit de tomber malade comme toute personne, quel que soit le corps de métier. Mais il y a vraiment une crise. Depuis le Covid, d'ailleurs, on voit que ce phénomène se démultiplie. Et donc, on se retrouve dans des situations où on impose à un enseignant de récupérer une classe dont le professeur est absent sur une période qui est très longue. Là, le cas de la classe de Théis dont elle vient de parler, la dame, c'est quelque chose qui est à la limite du récurrent. À la limite du récurrent, c'est quand même très grave ce que l'on voit. Et on le voit depuis longtemps. Quand vous parlez de la crise, on parle de la crise de pénurie de professeurs. C'est ça. De professeurs qui le disent. Ils viennent aussi sur ce plateau. On l'entend bien sûr chez tous nos collègues journalistes et sur tous les plateaux. Et puis on l'entend dans la rue aussi, notamment pour la réforme des retraites. Mais on l'a entendu partout et avant. De ces professeurs qui disent « Stop, nos conditions de travail sont trop difficiles. Nos salaires ne sont pas assez élevés. On n'arrive pas à s'en sortir. » Donc ils quittent l'éducation nationale. C'est une crise que l'on pouvait déjà anticiper, puisque c'était le cas déjà l'année dernière, et on le voit encore aujourd'hui, c'est le cas, vous le dites que c'est récurrent. Oui, c'est récurrent parce que dans plusieurs établissements, je prends l'exemple de la classe de ma fille qui a 10 ans et qui était en CM1, elle a démarré l'année scolaire avec une professeure qu'elle n'a jamais revue au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, cette enseignante a été remplacée. Ma fille a eu la chance d'avoir des remplaçants successifs. Mais des remplaçants successifs. Mais elle a eu toujours un maître devant sa classe à chaque fois, mais pas le même. Mais votre fille a quel âge? Elle est en CM1, elle a 10 ans. 10 ans en CM1, d'avoir un professeur qui change en permanence. Alors je ne dis pas que c'est négatif, bien entendu, et heureusement, elle a eu la chance d'avoir effectivement quelqu'un en face d'elle. Mais enfin, c'est quand même très perturbant pour les élèves. Absolument. Et c'est pour ça que nous, on demande que vraiment l'école publique, elle soit revue. Aujourd'hui, on nous annonce pour la rentrée prochaine 1500 postes en moins, alors qu'on pourrait pérenniser justement un pool de professeurs qui pourraient, dans des situations critiques comme celle qu'on vient d'évoquer, avoir un pool de remplaçants qui peut être mis sur le terrain immédiatement. Bien sûr que les enseignants ont le droit de tomber malades, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut aussi que le service public de l'éducation puisse avoir une continuité. Il s'agit de classes là dans le primaire dont on parle dans les deux cas, à la fois pour votre fille, donc l'un de vos 5 enfants, ainsi que pour le fils de Solène Saller, avec qui nous sommes en contact là par Skype. Cette classe de primaire, c'est des classes qui sont très importantes dans le développement des enfants. Or, le gouvernement dit qu'il veut mettre l'accent justement sur les fondamentaux. Les fameux fondamentaux, c'est les fondamentaux qu'on acquiert évidemment au primaire, dans ces classes-là, ces classes dites très importantes, c'est-à-dire évidemment les premières classes, mais surtout CP, CE1, CE2, CM1, CM2, toutes ces classes. Est-ce que c'est logique finalement? Est-ce qu'il y a une logique gouvernementale? Vous mettez le doigt sur une incohérence totale. Aujourd'hui, on nous explique qu'on va enlever la technologie en 6e pour pouvoir faire du rattrapage en mathématiques et en français. Sur des enfants qui arrivent en 6e avec des lacunes sur ces deux matières importantes. Oui. Pourquoi ne mettons pas les moyens nécessaires dans les écoles élémentaires et maternelles pour qu'on n'ait pas besoin, en 6e, de faire du rattrapage? C'est pour parler vulgairement, c'est n'importe quoi. Et c'est incompréhensible de la part de milliers et de milliers de parents. Surtout un rattrapage qui ne pourra peut-être pas être assuré, puisqu'en 6e aussi, malheureusement, au collège, on voit des professeurs absents. Ce n'est pas que le primaire qui vit cela aujourd'hui. Solène Saller, j'imagine bien que vous allez faire monter l'information. Si aujourd'hui, vous prenez la parole dans notre émission, c'est pour justement dénoncer cette situation, dénoncer une situation critique que vous connaissez aujourd'hui dans un département qui pourtant a les moyens, qui est un département dont l'indice de position sociale est important, voilà, le plus riche de France, pour parler clairement. Donc on pourrait imaginer que cette situation ne se trouve pas. Or, vous la vivez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dit déjà le directeur de l'établissement et qu'est-ce que vous disent les gens autour de vous à qui vous discutez? C'est-à-dire que moi, je suis peut-être dans le département un des plus riches de France. Pour autant, j'habite à Bagneux et Bagneux est classé REP. Et pour autant, si vous voulez, lorsqu'on est dans une ville comme ça, il y a un peu un amalgame qui se crée, de ce que j'ai compris, puisque c'est
ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans une école REP, mais quand il y a des professeurs à remplacer, ou en tout cas des instituteurs à remplacer, les jauges vont être mises en priorité sur des écoles, des villes en périphérie qui ne sont pas classées REP, puisqu'ils se disent que ces écoles sont prioritaires de fait de leur nombre à l'intérieur, c'est-à-dire des écoles, enfin des classes, pardon, de 20 à 30 élèves. Ok. Sauf que comme Bagneux, ils se disent c'est REP, ils pensent que c'est des classes de 15 élèves, et donc du coup, n'étant dans une ville REP, mais pas dans une école REP, on a, si vous voulez, les désavantages, quoi. Donc c'est vrai que ils se disent que de répartir 15 élèves, c'est facile. Or, c'est pas 15 élèves dans notre école, c'est vraiment 30 élèves, comme les villes de Sceaux, Bourg-la-Reine, aux alentours, ok. Donc c'est vrai que ça va pas être la priorité pour l'éducation nationale de mettre des remplaçants sur ces villes. Et donc nous, je sais pas trop si je réponds à la question, mais c'est vrai qu'il y a aussi des remplaçants qui sont mis sur des classes le matin et hop, ils changent de ville les après-midi. Vous voyez, donc là, on parle effectivement des élèves. C'est vrai que c'est très contraignant d'un point de vue adaptabilité lorsqu'il y a des remplaçants différents et des rythmes différents et des process différents pour pouvoir enseigner, mais il y a aussi une maltraitance au niveau des enseignants qui sont un coup mis en remplaçant sur le matin une école, puis l'après-midi ils partent sur une autre école, alors même que du coup les élèves sont dispatchés les après-midi. Donc c'est vrai que tout ça pour nous inquiète, et enfin, les parents d'élèves, on s'est regroupés, on a la semaine dernière fait des actions. On a mis des banderoles sur nos écoles et on est allé manifester notre souhait d'avoir des remplaçants, parce que là c'est vraiment ciblé remplaçants, auprès de l'inspectrice qui se trouve au pied d'une école à Bagneux. Et donc, nous aurions obtenu un rendez-vous à la rentrée, non pas de septembre, mais du mois de mai, parce qu'effectivement, avec les annonces gouvernementales qui réduisent, puisqu'il y a eu moins d'enfants en 2010, le nombre de professeurs, comme vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vrai que tout ça, en fait, le manque de moyens, c'est vraiment quelque chose qui crée beaucoup d'angoisse pour nous, en tant que parents d'élèves. Mettez le point effectivement sur vraiment une information importante, ces écoles qu'on peut dire oubliées, c'est-à-dire que les écoles qui effectivement sont dans des zones d'éducation prioritaire, mais qui ne sont pas des écoles qui sont en fait classées REP. Et donc cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des écoles, des classes qui sont aussi surchargées finalement que les autres, mais dont on n'aurait pas effectivement les allocations ou les subventions nécessaires pour pouvoir justement faire appel à des remplaçants. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'une école est REP, c'est des classes à peu près de 15 élèves. Donc, quand il y a des enseignants à remplacer sur ce type de classe, lorsque les élèves sont dispatchés parce qu'il n'y a pas d'enseignants remplaçants, ça crée au final des classes de 30 élèves, donc des classes à peu près entendables d'un point de vue effectif. D'accord? Donc, en fait, ils ne mettent pas les remplaçants en priorité sur ces villes classées REP, puisqu'ils se disent, enfin, ils partent de cette comptabilité. Or, dans ces villes REP, il existe aussi des écoles classiques, on va dire, qui ont 30 élèves par classe, et que lorsqu'il y a un manque d'enseignants remplaçants, ce ne sont pas 15 élèves à dispatcher, mais 30. Vous voyez ça? Abdelkrim Besmaï, est-ce que c'est valable, est-ce que ça marche finalement de faire des actions coup de poing comme celle de Solène Saller pour justement alerter les pouvoirs publics? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? En plus, ça génère pour nous aussi un climat scolaire qui devient de plus en plus tendu. Bien sûr. Et la FCPE, justement, elle dénonce ce manque d'adultes qui existe dans les écoles primaires et élémentaires, mais vous l'avez dit tout à l'heure, dans les collèges et les lycées, où vont se démultiplier des conseils de discipline, etc., etc. Donc plus on aura d'adultes dans les établissements, quel que soit le niveau,
moins on aura d'incidents et mieux la scolarité de nos enfants serait la meilleure. Et si vous voulez, nous, ce qu'on demande, c'est qu'au lieu de supprimer des postes de manière comptable, de manière purement comptable, parce qu'on lui dit il y a une baisse de la démographie en France, principalement dans les Hauts-de-Seine. Je crois que dans les Hauts-de-Seine, si mes souvenirs sont bons, on va perdre plus de 3000 élèves. Dans le département, ça peut paraître énorme, mais en même temps, on ne peut pas continuer ainsi, avec des classes qui restent sans maître et sans maîtresse, et des matières qui ne sont plus enseignées au collège. Il y a une lacune en technologie, en sciences et physique au collège. Ah bah là, il n'y aura même plus de technologie au collège, de toute façon en 6e. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est aussi, ça génère par ailleurs un climat scolaire détestable. Et évidemment, c'est détestable pour les parents, pour les enfants comme pour les professeurs, car les professeurs se sentent, je le disais tout à l'heure, absolument délaissés par l'État, absolument pas reconnus ni considérés. Les professeurs forcément aussi, forcément sont mal vus par les parents puisqu'ils ne comprennent pas leur absence, qui pour certains est légitimée ou pour d'autres ne l'est pas. Alors, cette triangulaire parents, professeurs, élèves, elle est due à une situation très compliquée. Est-ce que vous vous souvenez l'un et l'autre, Solène Saller et Abdelkrim Mesbahi, de ce couple qui en 2017 avait condamné l'État à payer une somme, alors certes dérisoire. 96 €. Exactement, 96 €, vous vous souvenez? Je connais le papa. Vous connaissez le papa. Voilà. Et bien voilà, justement, est-ce qu'on peut en reparler? Parce que 96 €, ça correspond aux 96 heures. Ça veut dire 96 heures de cours manqués, ça veut dire 1 heure égale 1 €. Déjà, ça en dit long. Tout à fait. Ça en dit long sur cette situation, sur cette image de ce que vaut un cours, de ce que vaut l'apprentissage d'un enfant. Bon, déjà, premièrement. Et deuxièmement, sur cette opération coup de poing qui a été de dire à un moment le manquement de l'État par rapport à la scolarité de mon fils, qui est obligatoire en France, je le rappelle. Oui, exactement. C'est un papa qui habite Colombes, qu'on a accompagné justement dans sa démarche, qui a voulu aller jusqu'au bout de sa démarche. On a pris un avocat et on a été jusqu'au bout. Et effectivement, il a été, le ministère de l'Éducation nationale de l'époque a été condamné à payer 1 € symbolique par heure perdue. Alors, c'est dans la symbolique, mais ça montre aussi que rien n'a changé. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait la symbolique c'est bien, à un moment il faut que ça suive de faits. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, nous on continuera et on continue et on a une pétition qui est en ligne en ce moment, qui a atteint les 70 000 signatures, je pense qu'elle les atteindra ce soir. Tout à l'heure je regardais le compteur, on était à 69 900 et quelques, pour demander les moyens à notre école publique. Car oui, je rappelle que les annonces faites par le ministre Pap Ndiaye récemment, en fait, montrent qu'il veut s'atteler à l'école privée pour justement plus de mixité sociale. Mais est-ce que, selon vous, Abdelkrim Mesbahi, c'est pas une façon de s'attaquer à ce qui marche finalement, le privé sous contrat, en délaissant ce qui ne fonctionne pas, à savoir le public? Eh bien, c'est justement ça qu'on dénonce. C'est-à-dire que on a des parents qui préfèrent, parce que voilà, ils ont les moyens, mettre leur enfant dans le privé, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de l'école publique. Il y a 12 millions d'élèves qui sont scolarisés dans le public, et bien ces 12 millions d'élèves, ils ont droit à une scolarité normale avec un maître devant leur classe tous les jours. Surtout que beaucoup de parents, et d'élèves aussi d'ailleurs, qui ont mis leurs enfants donc, dans les écoles privées sous contrat avec l'État, disent qu'ils le font pour la plupart des cas parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans cette situation des classes vides sans professeurs de l'école publique. Oui, c'est ça, mais c'est aussi à un moment donné... parce qu'il y a une non-clarification de l'éducation. Là, je ne sais pas si vous alliez m'interroger sur cette question-là. Moi, je dis chiche au président de la République sur les annonces qu'il a faites lundi soir sur les remplacements immédiats des enseignants absents. Oui. Moi, je dis chiche, on est preneur demain de ça. On est preneur aussi que les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves aient beaucoup plus de place au sein de la communauté éducative. Parce que, sans vouloir rentrer dans les aspects pédagogiques des choses... Si, au contraire, allons-y. On construit avec... C'est de la coéducation. On a été mangé
par la pandémie pendant 2 ans, où des parents étaient déjà éloignés de l'école, ils ont été encore plus éloignés avec la fracture numérique, avec les problèmes de compréhension et de relation quand dans une école on a 17 ou 18 nationalités différentes. Ça aussi, le personnel de l'éducation nationale n'était pas forcément formé pour ça, pour faire le suivi des élèves qui sont en fracture numérique, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on a dénoncées, sur lesquels on est intervenu dans les hautes instances de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas. Et on souhaite que ça change. Solène Saller, on parlait de l'école publique à l'instant à Bagneux. Est-ce que vous vous êtes posé la question du coup d'intégrer une école privée sous contrat pour votre fils Théis ? Bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé directement je fais partie de la FCPE aussi et donc au groupe FCPE de Bagneux. Je leur ai dit, mais quelle est la solution ? Faut-il aller dans le privé ? Et puis, même si ce n'est pas ma conviction, puisque moi je suis très attachée au public de base, donc moi mon souhait c'est d'être maintenue dans le public pour mon fils. Je trouve que c'est une richesse, vraiment. Pour autant, faut-il avoir les moyens d'accéder à l'instruction obligatoire, puisqu'elle est obligatoire, et ça depuis 2019, à partir de 3 ans. Mais alors moi, c'est les retours que j'en ai, c'est que le privé, après, effectivement, il y a différentes sortes de privés apparemment, avec des moyens d'État mis pour certaines écoles privées. Il semblerait qu'il y ait aussi des difficultés des fois de professeurs non remplacés. Bon alors voilà, donc et puis après c'est une philosophie, maintenant c'est mon choix, ça m'appartient, c'est vraiment pas ce que mon cœur me dit. Mais oui, bien sûr, à un moment donné, j'y ai pensé. Beaucoup de parents d'élèves qui évidemment privilégient le public et qui ont pensé à un moment mettre leur enfant dans le privé sous contrat avec l'État. Mais effectivement, comme vous le dites très bien, oui, ils connaissent aussi ces mêmes problèmes. Et c'est ma dernière question, donc à tous les deux, je vous la pose. Solène Saller en premier. Est-ce que vous comprenez aussi la désertion, la lassitude de ces professeurs aussi qui n'en peuvent plus de leurs conditions et qui donc désertent l'éducation nationale parce qu'ils ont l'impression de ne pas être entendus non plus par le ministère ? Il faut les écouter. Lorsqu'on les écoute, clairement, il y en a beaucoup qui sont très, très frustrés de ne pas pouvoir mener leur travail à bien, sans pour autant parler de leur salaire. C'est quand même quelque chose, mais on en vient au même sujet que pour l'hôpital. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est vraiment tous les secteurs qui sont impactés, les secteurs de base publique. Et c'est vrai que pour en revenir à l'école et les professeurs, en tout cas les instituteurs, c'est de la maltraitance aussi pour eux. Ils ne peuvent pas bien faire leur travail, c'est frustrant, ils rentrent chez eux, ils sont pas bien. En plus de ça, ils se galèrent pour faire face au coût de la vie, puisque leur salaire est quand même assez difficile, mais comme bon nombre de salaires à ce niveau-là, enfin voilà. Donc l'un dans l'autre, c'est vrai que psychologiquement, moralement, c'est pas simple pour eux, et même s'ils sont là présents en cours tous les jours, pour certains, c'est sûr que ça ne doit pas être évident aussi de faire leur mission que de transmettre leur savoir. Même question pour vous, Abdelkrim Mesbahi. Oui, de toute façon, le combat, il est souvent commun avec le corps enseignant. D'ailleurs, quand on nous annonce des fermetures de classes, on se retourne d'abord vers le corps enseignant pour dire qu'est-ce que vous en pensez ? Fermeture de classe égale surcharge des autres classes qui vont rester ouvertes dans l'école. Et qui sont déjà surchargées. Et qui sont déjà surchargées. Donc, on a dans la majorité des cas, une osmose sur une convergence, si vous voulez, sur la question. Après, la FCPE n'est pas le syndicat d'enseignants, donc effectivement, sur la partie salariale et leur salaire, ils ont des syndicats qui les défendent très bien. Non, mais en tant que citoyen, en tant que parent, vous pouvez comprendre les aspirations. Mais bien sûr, on a des relations humaines avec on a déjà séquestré une directrice de manière gentillette pour obtenir... Vous êtes comme ça, vous avez peur, moi, sur ce plateau. Oui, parce qu'à un moment donné, comme on ne nous entend pas, et pour éviter de fermer une classe, il nous arrivait, il y a 2 ans, de dire à la directrice, on va vous garder ici dans le bureau, puis on va appeler pour savoir si on maintient la fermeture de classe et la décharge de direction. C'est pareil. Sur les décharges de direction, quand vous avez une école où il y a 12 ou 13 classes, et qu'on dit à la directrice, l'année prochaine, au lieu d'être à plein temps directrice, vous allez prendre à mi-temps une classe. Et votre mi-temps, vous allez faire directrice.
Oui, donc c'est très Et ça compliqué. existait dans l'école de ma fille, qui n'est plus en REP. Mais voilà. Oui. Et ça, c'est scandaleux. Et bien ça, nous, en tant que fédération de parents d'élèves, c'est des choses qu'on dénonce parce qu'on n'est pas des écoles de 2e classe. On a le droit à l'éducation normale pour tous les enfants. Et pour tous surtout. On est tous de la première classe, Exactement. évidemment. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Merci Solène Saller. Je rappelle que vous êtes la maman de Thaïs dans le 92. Thaïs qu'on salue et on vous souhaite beaucoup de courage, bien entendu. J'espère que les choses vont s'arranger très vite, ainsi que pour vous, Abdelkrim Mesbahi, pour votre petite fille qui a connu ce même problème et pour vos 4 autres enfants que l'on salue aussi. Vous êtes administrateur de la FCPE dans le 92. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Gabrielle Légeret. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association De l'or dans les mains, une association qui sensibilise les jeunes aux métiers manuels. De l'or dans les mains, évidemment, on ne pense qu'à ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer l'association ? Alors, la création de l'association, elle repose sur un double constat. D'une part, on a aujourd'hui des manufactures, des ateliers qui ferment ou qui font face à des grandes difficultés en matière de transmission de vocation parce qu'on n'a pas parlé de ces formations, de ces métiers aux jeunes. Et d'autre part, on a aujourd'hui un système éducatif qui ne donne plus du tout de place à la pratique artisanale, au manuel finalement. C'était le cas il y a encore une vingtaine d'années avec ce qu'on appelait l'enseignement manuel et technique. Et au-delà des enjeux d'orientation, on est donc dans un système qui finalement privilégie l'intellect au manuel et donc ceux qui choisiraient des filières plus courtes seraient dévalorisés. En tout cas, iraient vers quelque chose de moins bien. Ça veut aussi dire qu'on ne valorise qu'une seule forme d'intelligence, l'intelligence très académique au profit de toutes les autres. Bien sûr. Et en fait, on ne se rend pas compte aussi de l'apport de la pratique manuelle sur le développement de l'enfant en matière cognitive. Vous montrez aux jeunes c'est quoi la coordination œil-main, vous leur permettez de développer leur sens en matière de concentration, en matière d'interaction avec la coopération, avec comment est-ce qu'on construit un objet à plusieurs, et évidemment en matière de confiance en soi, parce que quand vous montrez à un enfant, à un adolescent qu'il est capable de fabriquer un objet de A à Z avec ses mains, vous pouvez changer quelque chose pour toute sa vie. Et puis de l'intérêt économique aussi pour un pays, parce que sans artisanat, ça ne fonctionne pas. Oui, absolument. Donc nous, notre objectif, c'est à la fois de susciter des vocations, mais aussi de réintégrer la pratique artisanale dans les collèges pour le développement de l'enfant. Alors concrètement, c'est quoi le programme que vous proposez en fait ? En quoi consiste-t-il ? Donc les actions de l'or dans le main, elles se structurent aujourd'hui autour de 2 volets. Le premier, c'est des programmes qu'on déploie dans les établissements scolaires sur 3 ans, où pendant 3 ans, le jeune va avoir plusieurs temps forts où il va pouvoir fabriquer un objet avec un artisan. Donc il va avoir une quinzaine d'heures de pratique où il va pouvoir réparer une horloge avec un horloger, construire un petit dé avec un ébéniste, créer un fauteuil avec une tapissière. Voilà, c'est des petits groupes de 10 avec un artisan. Au sein même des établissements ? Au sein même des établissements avec les enseignants. D'accord. Alors, c'est quel enseignant, en fait, peut suivre cette, formation ? C'est une formation. Tous les enseignants. Notre objectif est vraiment de mobiliser l'ensemble du corps enseignant, notamment parce que l'ADN de l'or dans les mains, c'est de créer des liens entre la pratique artisanale et les programmes scolaires. C'est-à-dire de montrer aussi comment est-ce que, quand on travaille le cuir et qu'il faut tracer le patron de son sac à main, maîtriser la géométrie qu'on voit en classe de 5e, les airs, les angles droits, c'est très fondamental. Donc on embarque les enseignants. Donc ça veut dire qu'ils sont là pendant les ateliers, mais qu'en amont, et j'en viens à notre deuxième volet, nous on crée des outils pédagogiques à destination des enseignants, des jeunes et des artisans pour justement préparer les ateliers, embarquer les enseignants et créer des ponts entre la pratique artisanale et les programmes scolaires. Alors c'est valable dans tous les enseignements, qu'ils soient dits classiques généraux ou aussi professionnels ? Alors en fait c'est au collège, donc aujourd'hui il n'y a pas forcément d'enseignement technologique ou professionnel. En revanche, les enseignants qui s'emparent le plus de dispositifs sont les profs de techno, parce qu'aujourd'hui la technologie est un enseignement qui a profondément évolué. Il y a 10 ans, 15 ans, quand vous étiez en technologie, vous avez certainement fabriqué
fabriquer des objets ou fait des circuits électriques. Aujourd'hui, c'est surtout de l'informatique. C'est une matière qui sera supprimée à la rentrée en classe de 6e. C'est ce que j'allais vous dire, oui. Voilà. Donc les profs de techno, ils sont emballés par ça. Et puis en fait, tous les enseignants qui ont envie de s'emparer de ce qu'on appelle les dispositifs d'éducation artistique et culturelle et qui veulent montrer aux jeunes que leur matière, on peut les aborder autrement. Donc il y a l'histoire, parce qu'en fait, quand vous allez faire venir un vitrailliste, vous allez travailler sur l'art gothique, sur les cathédrales. Évidemment. Quand vous faites venir un menuisier, vous allez travailler sur les mathématiques, parce qu'il y a les angles droits. Quand vous allez faire venir un boulanger, ça va être convertir les mesures. Donc beaucoup les mathématiques, histoire, français et technologie. Loïc Landreau. Oui, il y a quand même un grand chantier, c'est les parents. Parce que les enfants aujourd'hui, je crois qu'ils comprennent l'intérêt de faire des choses avec leurs mains, de fabriquer. Mais les parents, souvent, ont une très mauvaise image et ce sont eux qui disent « Non, mais tu iras faire une école de commerce, ce sera beaucoup mieux payé et tu seras mieux dans la société. » C'est finalement les parents les plus compliqués là-dedans. Je pense que c'est les deux. Si vous avez un enfant qui ramène son cahier pédagogique de l'or dans les mains à la maison avec des podcasts à écouter et vous entendez des artisans qui vous racontent leur parcours, qui vous disent que c'est des parcours d'excellence, qui gagnent très bien leur vie, qu'ils ont du travail, quand vous changez cet imaginaire auprès des enfants, vous touchez aussi les parents. Mais vous avez une action par rapport aux parents? Vous avez des réunions, par exemple, où vous leur expliquez? C'est très difficile de cibler les parents, parce que finalement, les jeunes et les établissements, ils sont dans les collèges. Mais notre objectif, c'est vraiment de concevoir des outils pédagogiques que le jeune ramène à la maison. Par exemple, là, notre cahier pédagogique, on a des exercices qui font des liens entre les matières, mais on a aussi des jeux, des podcasts à écouter, de la BD. On est d'ailleurs très content parce que l'illustratrice qui est d'accord pour faire cette BD, c'est celle de Mortel Adèle. Donc c'est vraiment un moyen. On l'aime beaucoup, on l'a reçu ici. C'est vraiment un moyen de toucher vraiment les jeunes qui ramènent leur BD chez leurs parents. Donc oui, il y a tout ce travail. Et dans notre mesure d'impact, on demande aussi beaucoup aux parents de nous répondre comment est-ce que le jeune a ressenti l'atelier, comment est-ce qu'il en parle chez lui et comment finalement il met en pratique aussi ce qu'il a appris à la maison. Si 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, quelle est la place des métiers de l'artisanat justement dans les futurs métiers de 2030 ? Justement, je pense qu'elle va vraiment être complètement revalorisée parce qu'aujourd'hui, on voit bien avec l'intelligence artificielle, les métiers qui sont menacés, c'est des métiers qui sont apparus ces 20 dernières années, comme développeurs, comme graphistes, tous les métiers finalement où on est derrière un ordinateur et où l'intelligence artificielle va réussir en fait à remplacer l'homme. Aujourd'hui, quand on est consultant, on passe un temps fou à faire des slides. Aujourd'hui, ChatGPT va bientôt pouvoir faire des slides. Alors que les métiers manuels, et quand on parle de métiers manuels, il ne faut pas forcément penser au petit horloger qui reproduit des gestes transmis de génération en génération, mais plutôt des gestes qui ne sont pas remplaçables par un robot. Oui, c'est pas du taylorisme, on n'est pas la chaîne, quoi. Exactement. Et puis on a aussi plein de nouveaux métiers qui permettent de travailler des matières nouvelles ou de recyclage ou des ressources qu'on va revaloriser autrement. Donc on a aussi plein de nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître dans une logique d'économie circulaire. Et en tout cas, dès qu'il y a un geste très précis, le robot ne peut pas le remplacer. Je pense au métier de la bijouterie, par exemple. C'est si précis et ça demande aussi de la créativité pendant le geste que ça sera très difficile et ça perdra de sa valeur. C'est-à-dire que les gens, quand ils achètent un bijou chez un artisan, ce qu'ils veulent aussi, c'est acheter l'histoire, le geste. Et donc ça perdra de sa valeur si c'est fait par un robot. On parle beaucoup évidemment des métiers du numérique qui sont très présents d'ici 7 ans. 2030, c'est dans 7 ans. Ouh. Déjà ? Eh oui. Ah là là, ça y est, on fait boomer là. En disant déjà, ça y est. Comment on pourrait faire communier justement ces métiers-là, à la fois le numérique et justement les métiers de l'artisanat ? On le fait déjà. Je pense qu'il faut arrêter d'imaginer que les artisans sont dans leurs petits ateliers et s'éclairent au cierge. Aujourd'hui, la majorité de nous, des artisans qu'on rencontre, ils travaillent avec des... Il y a des imprimantes 3D. Des imprimantes 3D, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, pour faire une majorité de leurs boutons. La majorité de leurs schémas sont faits sur des plans sur l'ordinateur. En matière de communication aussi, ils se sont emparés du digital pour communiquer sur leur métier. Donc aujourd'hui, il y a quand même très peu d'artisanat qui ne s'est pas emparé du numérique et qui s'appuie vraiment sur le numérique pour aussi aller beaucoup plus vite. Les métiers de la main, de l'artisanat, ce sont des métiers aussi qui sont peut-être évidemment plus concrets et puis surtout proches de la nature. On a besoin aussi de revenir à ça aujourd'hui. On voit que évidemment l'environnement, l'écologie est un des sujets prioritaires. Il l'a été pendant la présidentielle, mais il l'est aujourd'hui
au jour le jour, bien plus d'ailleurs pour les jeunes, malheureusement, que pour les moins jeunes, qui prennent moins conscience de l'urgence. Est-ce que cela aussi, ces métiers, justement, de l'artisanat, de la main, ces métiers qui ont du sens, un sens particulier par rapport au recyclage, par rapport à ce souci écologique? D'ailleurs, on le voit dans le nombre de reconversions. En fait, finalement, les adultes qui se reconvertissent, ils ont envie aussi de se reconnecter à la matière. Je pense que ce qui est intéressant dans les métiers de l'artisanat, c'est que vous voyez le processus de transformer une ressource locale en un objet. Donc vous prenez conscience des ressources locales de votre territoire et vous permettez aussi aux jeunes de découvrir, et aux moins jeunes, de découvrir qu'il y a des métiers autour de son territoire qui répondent aussi à l'histoire et à la géographie de leur région. C'est-à-dire que la vallée de la céramique, on ne la retrouve pas en Normandie. On ne retrouve pas de manufacture de céramique en Normandie, mais on en retrouve près de chez soi, en Bourgogne, parce qu'il y a du grès, il y a toutes ces matières locales. Donc en termes de circuits courts, ce sont des puissants leviers qui peuvent aussi permettre la redynamisation des territoires, donc recréer des emplois à l'échelle des territoires, mais aussi sur la dynamique sociale, en fait, quand vous créez des liens sur un territoire grâce à une manufacture, vous changez aussi la vie d'un village. Donc tout ça a fondamentalement un lien. Et en fait, c'est marrant parce que nous, dans les ateliers de l'or dans les mains, on voit vraiment une différence entre les jeunes ruraux et les jeunes urbains. C'est-à-dire que les jeunes ruraux qui habitent à la campagne ont l'habitude de faire des cabanes ou d'être dans la nature et sont beaucoup plus débrouillards dans les ateliers de l'or dans les mains que les jeunes urbains à qui on ne donne jamais cette possibilité-là. Oui, ce qui n'est pas très étonnant finalement. Pas étonnant. Malheureusement. On a tous fait de la pâte à modeler à la maison, mais enfin ça n'a rien à voir effectivement avec une si jolie céramique ou un pot qu'on aurait pu créer, voilà, les fameuses poteries qu'on faisait petit. Vous avez grandi dans un village d'Indre-et-Loire et vous êtes diplômé de Sciences Po. Vous créez cette association et vous êtes présidente également de l'or dans les mains. Est-ce que tout cela fait que vous êtes sensibilisé aussi aux politiques de la ville et des villages et vous faites en sorte, peut-être demain, de créer une nouvelle politique de la ville pour l'artisanat local? Alors, je ne sais pas si ce serait une politique de la ville, mais ce serait plutôt une politique des politiques publiques nationales. C'est vrai que quand on fait Sciences Po, on comprend comment fonctionnent les politiques publiques et on nous apprend quand il y a un trou dans la raquette, comment est-ce qu'on y répond. Vous lui demandez si elle veut devenir députée? C'était ça la question? Si elle s'engage en politique bientôt? Non, j'ai l'impression de me sentir très utile et concrète. Mais oui, évidemment. C'est une façon de faire de la politique, mais dans un sujet donné. Mais en tout cas, oui, ça permet de comprendre les politiques, notamment éducatives et culturelles, et de pouvoir créer quelque chose qui s'intègre facilement là-dedans. C'est-à-dire que de l'or dans les mains va pouvoir très vite être un dépend de l'éducation artistique et culturelle auquel font appel les établissements scolaires. Après, c'est vrai que le fait d'avoir grandi à la campagne, dans un village où j'ai été entourée d'artisans, enfin, j'ai un tonton qui est compagnon du devoir tailleur de pierre, et j'ai vraiment vu en fait l'impact de leur disparition, de leur fermeture sur la vie d'un village. Et parallèlement, j'étais dans un collège où on était assez peu à aller en filière générale, c'était pas du tout la majorité. Pour autant, on ne nous parlait pas de ces métiers qui étaient porteurs d'emploi sur le territoire, mais beaucoup plus de bac pro logistique, maintenance. Et je ne dis pas que travailler dans un entrepôt Amazon est moins valorisant que l'artisanat, mais j'en pense pas moins quand même. Je pense que en fait, l'artisanat permet à des intelligences qui n'arrivent pas à se révéler dans le système scolaire de se révéler autrement. Et en fait, on est en train de se priver du potentiel de millions de jeunes en ne permettant pas aux jeunes, en ne leur ouvrant pas une fenêtre pour permettre de comprendre comment en fait tout ça fonctionne, d'expérimenter la matière, de se confronter et de se révéler. Bien sûr, d'autant plus que le fait main, effectivement, est de plus en plus demandé aujourd'hui. On le voit partout. Alors, bien entendu, on le voit pour toutes les grandes restaurations classiques et publiques qui sont un peu délaissées au profit, effectivement, de petits chefs qui s'engagent sur de l'éthique. Alors, on parle de cuisine, mais on parle évidemment de tous les métiers de l'artisanat de manière générale. Et cette position-là, quand on voit effectivement votre niveau d'études, cette position-là, on la retrouve de plus en plus. Est-ce que c'est aussi une façon de dire pourquoi cette dichotomie entre finalement cet enseignement des métiers de l'artisanat et de l'art à l'école est de moins en moins présente alors qu'il y a de plus en plus de demandes finalement passé les 18 ans?
parce qu'on ne pousse pas les jeunes à aller vers ces filières, mais qu'en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui se réorientent parce qu'ils s'ennuient devant un écran. Je ne peux pas m'empêcher quand même de me dire que la création de ce type d'association dénonce quand même une sorte de défaillance de l'État. On a l'impression que ça fait des années qu'il fait des pubs sur l'artisanat, c'est magnifique, etc., mais que rien n'avance vraiment. Qu'est-ce que vous pensez, vous, est-ce que c'est une défaillance pour vous? Est-ce que l'État fait ce qu'il faut? Ou est-ce que, au final, c'est peut-être vous qui avez raison sur ce que vous faites? Je ne sais pas si on a raison. En tout cas, nous, on fait beaucoup d'actions de plaidoyer pour pouvoir montrer à l'État qu'il existe des choses sur lesquelles il peut s'appuyer. L'État ne peut pas tout. Et sur ce type de sujet, c'est très difficile pour lui de pouvoir développer de l'artisanat dans les établissements scolaires parce que ça suppose d'avoir des réseaux d'artisans qui sont prêts à s'engager. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, l'État a un boulevard pour s'appuyer sur des opérateurs, des associations. On n'est pas les seuls sur ce sujet pour vraiment leur permettre de changer d'échelle. Merci beaucoup Gabrielle Légeret d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de l'association De l'or dans les mains. J'espère que vous nous enverrez quelques artisans formidables pour pouvoir nous raconter ce qu'ils font. Tout de suite, c'est à vous, cher ami, cher Loïc, pour votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Loïc, ces dernières semaines, les réseaux sociaux sont devenus la caisse de résonance de porte-voix des élèves harcelés, tout comme leurs parents. Oui, et je ne sais pas en fait s'il faut se réjouir que la parole se libère enfin de façon massive sur ce sujet-là, ou s'il faut déplorer qu'il faille passer par une médiatisation à outrance de ces affaires pour que les établissements agissent dans la vie réelle. En revanche, c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières semaines, beaucoup de parents ont choisi de médiatiser le harcèlement de leurs enfants, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision. Ce fut le cas notamment la semaine dernière sur BFM TV avec le jeune Samy. On en avait parlé ici. Et oui, même démarche d'ailleurs pour Lucas qui a été tabassé à la sortie des cours la semaine dernière pour une histoire de place à la cantine. Oui, lundi soir, il était l'invité de Touche pas à mon poste sur C8 avec sa maman et ce sont toujours des témoignages absolument révoltants, bouleversant, d'autant que Lucas avait prévenu les surveillants de son collège qu'il allait être tabassé à la sortie des cours et les surveillants n'ont pas agi. Et ça, c'est encore plus révoltant. Donc, les parents et les enfants ne se laissent plus faire, enfin, je dirais. Ils mettent la pression sur les établissements en médiatisant leur combat, mais aussi ils mettent la pression sur les harceleurs et les parents. Et ils ne sont plus les seuls, puisque de plus en plus de personnalités montent au créneau sur les réseaux toujours. Regardez Samuel Etienne. C'est le présentateur de l'émission Question pour un champion sur France 3 et il présente également une émission de décryptage de l'actualité sur sa chaîne Twitch. Regardez, la semaine dernière, il lisait ça. Les chiffres, vous les connaissez peut-être. En France, on estime que près d'1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire. Ça fait 2 à 3 enfants par classe. Le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, dénonce une situation insupportable, inadmissible. Oui, mais voilà. Tout en continuant à retirer des profs. Il y a un nouveau programme de lutte qui a été mis en place à la rentrée contre le harcèlement. Ma conviction, c'est que notre société, elle n'a pas conscience de la gravité de ce problème. Là, j'ai lu un message de Amal Lanea qui nous dit « J'ai été harcelé au collège en 5e, déscolarisation, hospitalisation en hôpital de jour de mes 12 à mes 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et je baisse toujours les yeux quand je croise des adolescents. » Et ce n'est évidemment pas le seul à crier son indignation de cette façon-là. De nombreux spécialistes se servent des réseaux pour alerter l'opinion, comme Sarah Frick, qui est consultante en cyberharcèlement. Elle a publié une vidéo avant-hier en réaction justement à l'affaire du jeune Lucas. Mais les parents, là, des enfants, à un moment donné, là, vous n'avez plus d'excuses, en fait. C'est ça qui me saoule. C'est qu'à un moment donné, pour moi, les parents n'ont pas d'excuses. Maintenant, vous le connaissez, le problème du harcèlement scolaire. Parlez avec vos enfants, s'il vous plaît. Il n'y a rien de drôle, là. C'est drôle, le petit Farès ? Est-ce que c'est drôle ? Les parents des agresseurs, ils sont où ? Pour moi, ils devraient être condamnés pour non-assistance à personne en danger. Ils ont été avertis plusieurs fois. Et là, ce petit-là, c'est drôle, ça ? C'est marrant ? Mais là, on est dimanche, il fait beau. Parlez à vos enfants, en fait. Dites-leur qu'ils n'ont pas à être agresseurs. C'est une question d'éducation. À un moment donné, c'est vos gosses. C'est de votre responsabilité. Je suis désolée, comme les maires de chaque ville de France devraient en faire une question d'ordre général et national. Et je voulais aussi vous montrer ce post TikTok d'Anissa. C'est la fondatrice de l'association Young and Safe qui lutte contre les différents types de violences sur enfants et adolescents. C'était en novembre dernier. Elle a tenu à lister les terribles histoires des jeunes filles qu'elle a reçues et accompagnées avec son association ces derniers mois.
Il y en a une ici, elle s'est fait harceler durant toute son école primaire, même si personne ne l'avait remarqué. Il y en a une ici, elle rentrait en pleurant de l'école parce que ses copines lui racontaient qu'elles avaient créé un site internet contre elle où elle postait des choses méchantes. Il y en a une ici, elle se faisait appeler par des numéros masqués à n'importe quelle heure du soir, de la nuit, pour se faire insulter de sale pute. Maintenant, elle a encore peur de répondre quand il y a des numéros masqués qui l'appellent. Il y en a une ici qui a arrêté de manger du porc pendant 4 ans à l'école primaire parce qu'elle se faisait insulter de fausse arabe et on lui mettait la pression. Il y en a une ici, elle s'est fait défoncer la gueule dans la cour du collège, au point que la cour du collège soit vide et que tout le monde soit encerclé autour de moi. Il y en a une ici qui s'est absolument pas fait aider par les profs de collège parce qu'ils ont minimisé ça et ils ont dit que c'était des embrouilles d'enfants alors qu'elle s'était fait griffer le visage, frapper, tirer les cheveux. C'est absolument terrifiant, vraiment, c'est effrayant. Il y a donc ceux qui s'insurgent, ceux qui alertent et agissent au quotidien, comme ceux qu'on vient de voir, et puis aussi ceux qui se servent de leur fonction, Loïc, pour dénouer des situations justement très inquiétantes. Effectivement, c'était la semaine dernière, un gendarme, également parent d'élèves, a publié un long thread sur Twitter, et c'est dommage que je puisse pas vous le montrer, mais il a supprimé son compte depuis parce qu'il a reçu beaucoup de commentaires haineux suite à ce qu'il a fait. En fait, il racontait dans ce thread que son fils était venu le voir pour lui dire qu'un de ses camarades était harcelé depuis plusieurs semaines et que l'établissement ne faisait rien. C'est donc lui, gendarme, je le rappelle, qui a tout déclenché au niveau du lycée et des parents du harcelé comme des parents du harceleur. Le harcelé n'avait rien dit à personne et d'ailleurs il souffrait incroyablement et il raconte, le gendarme, qu'il était à 2 doigts de commettre l'irréparable, donc il a agi vraiment au dernier moment. Et donc ce papa a auditionné les harceleurs, leurs parents, il a pu agir concrètement, mais il faut avouer que c'est sa fonction qui lui a permis d'aller aussi vite et de pouvoir déclencher les choses. Et comme je vous le disais, il a d'ailleurs été très critiqué pour un peu son côté chevalier blanc outrepassant un petit peu peut-être les procédures et les pouvoirs, ce qui a fait qu'il a supprimé son compte Twitter. Mais pourtant, il a sauvé une vie, probablement, celle du jeune harcelé qui ne disait rien. Au vu de ces prises de parole qui font le buzz, est-ce que le ministère de l'Éducation nationale fait quelque chose, a concrètement pris les choses à bras-le-corps? Oui, on en a parlé un petit peu sur ce plateau la semaine dernière. Pape Ndiaye a annoncé que ce seront dorénavant les harceleurs qui pourront être changés d'école en cas d'agression verbale ou physique avérée, et plus donc les harcelés. Et avant-hier, justement, le ministère a annoncé 5 nouvelles mesures complémentaires. D'abord, l'extension du programme phare à tous les lycées de France dès la rentrée 2023. phare, vous savez, c'est le plan de prévention de harcèlement qui, selon le ministère, fonctionne très bien dans les écoles et les collèges. Donc maintenant, il va être déployé aussi dans les lycées, puisque ce n'était pas le cas. Il y a aussi la mobilisation des services académiques départementaux pour atteindre l'objectif de 100% des écoles et collèges insérés au sein de ce programme phare. Aujourd'hui, il n'y a que 86% des collèges et 60% des écoles en France qui y sont inscrits. C'est pas mal, mais on peut mieux faire. Il propose aussi, donc, le ministère de systématiser la communication sur les numéros d'urgence qui sont 30, 18 et 320. Une autre mesure, former tous les personnels à la lutte contre le harcèlement. Et on le sait, on le constate bien que aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait cruellement défaut. Ce sont les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ainsi que les écoles académiques de la formation continue qui seront mobilisés en ce sens. Et enfin, le ministère compte renforcer la prévention et la résolution des situations les plus complexes, notamment dans le premier degré, avec un problème néanmoins, c'est qu'au collège, en fait, on ne peut pas scolariser un élève dans un autre établissement sans l'accord de ses parents. Alors qu'au lycée, il y a des procédures disciplinaires qui permettent de renvoyer un harceleur s'il est reconnu coupable après enquête. Donc il y a un vrai sujet sur la prise en charge de ces affaires au collège. Et donc ces nouvelles mesures prévoient 3 niveaux d'intervention et de résolution. Et ce n'est qu'au niveau 3, lorsque le harceleur fait peser une menace grave sur la sécurité ou la santé des autres élèves, qu'il pourrait être affecté dans une autre école sans que l'accord des représentants légaux soit nécessaire. Le Code de l'éducation va d'ailleurs être modifié pour prévoir cette mesure qui doit faire l'objet de l'accord du maire de la commune et du maire de la commune concernée. Donc voilà, ça avance. Il y a quand même toujours un problème d'écoute que soulignent les spécialistes, c'est-à-dire que quand un jeune va voir ses surveillants, ses CPE, on ne les prend pas toujours au sérieux. On dit, comme ça a été dit dans les vidéos, ce sont des histoires d'enfants. Il faut le rappeler, non, ce ne sont pas des histoires d'enfants, ce sont des histoires dramatiques. Et voilà, tout est en train de se mettre en place
pour permettre à ces jeunes de passer ces moments très compliqués. Une situation dramatique pour les harcelés, évidemment, pour les harceleurs aussi parce qu'ils ne se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils font, peut-être. On peut leur accorder ça aussi, le bénéfice du doute. Et bien sûr, pour les parents qui vivent tout ça au quotidien, voilà, vraiment, on pense très, très fort à eux, bien sûr. Tout de suite, merci Loïc. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, c'est la ventriloque, le Capucine, qui a répondu à ces questions. Et la rencontre avec Elliot, ta marionnette, elle se fait quand? Alors là, on revient en arrière. C'est très décousu. Hein. Excusez-moi, j'ai fait comme à l'école de théâtre. C'est moi qui suis très décousue dans la temporalité. Mais Elliot, je l'ai rencontré j'avais 15 ans. J'ai découvert la ventriloquie à 14 ans. Que je pouvais en me brossant les dents. En me brossant les dents. C'est quoi cette histoire? Ce n'est même pas une légende, parce que c'était petit à choisir une légende, j'en aurais choisi une un peu plus stylée. Mais ouais, en me brossant les dents, j'ai compris que je pouvais physiquement faire ça. Et puis j'ai compris avec le temps que j'avais un attrait finalement pour la ventriloquie. Ah oui, au début, tu découvres ça. J'avais déjà plein de passions. C'était pas le moment de me lancer. Une de plus, avec un dragon fer fluo au bras pour payer mon loyer, ça, j'avais pas vu le truc venir, tu vois. Et puis j'avais plein de personnages, et puis j'avais ce petit dragon que j'avais acheté dans un magasin de jouets par hasard. Et en fait, je me suis passionnée à le rendre de plus en plus vivant. Il a une respiration, il a des tics, il a des bruits de bouche, il a des envies, il a des passions. Et donc j'ai commencé à adorer le créer. Et on a grandi ensemble, en fait, de mes 15 ans à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est rare de te voir sans. Oui, et ça fait très bizarre. Je me rends compte qu'il n'y a pas Elliot pour me recadrer et dire « Capucine, c'était le moment de parler de tes 14 ans, là, t'es à tes 25 ans, c'est pas du tout le moment !» Mais s'il n'est pas là, c'est parce qu'on tourne sur fond vert. Voilà, c'est une émission très discriminante pour Elliot, parce qu'il ne peut pas être là, sinon il est transparent. On n'a pas le droit d'avoir des invités verts. Voilà. On est désolé. Au quotidien, quand t'es pas sur scène, il y a quelle relation avec Elliot? C'est bizarre parce que, évidemment, il n'est pas toujours à mon bras. Bon. Pas toujours. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai un énorme blocage. Je suis incapable de le ranger chez moi. C'est-à-dire qu'il y a une pièce chez moi où il y a toutes les choses que j'aime, c'est-à-dire mes instruments de musique, mes dessins précieux et une chaise sur laquelle est posé Elliot. Parce que je ne supporte pas l'idée qu'il soit enfermé dans une cage. Mais je pense toujours à lui, parce qu'en fait, il y a plein de formes différentes. Tu vois, moi, je fais beaucoup de dessins, par exemple, et j'adore dessiner Elliot parce que c'est un autre rapport à l'espace. Je peux le faire très gros, je peux le faire rikiki, il peut avoir des jambes, il peut ne pas en avoir. Donc, quand t'es pas avec, tu le dessines? Oui, j'aime beaucoup varier les formes, en fait, donc j'aime bien le dessiner. Voilà. En fait, en tournée... Mais parfois, tu lui parles, genre? Je pense à ce que je lui dirais, mais je lui parle pas directement, s'il n'est pas là. Et puis, il y a l'aventure qui change ta vie. Oui. La France a un incroyable talent. Donc, tu vois, là, on s'y retrouve dans l'ordre. Tu vois, on revient. Comment t'intègres le casting? Il paraît que t'as plusieurs fois dit non. Oui, alors, en fait, ça faisait 3 ans qu'il m'appelait trimestriellement, on va dire. Et je disais non, parce qu'à l'époque, j'étais justement dans cette école de théâtre très... Ça aurait été mal vu de faire ça? C'était pas l'ambiance, quoi. Moi, j'étais très en mode Juliette Binoche, je veux être toi, je veux la comédie française, Mais si il savait que tu faisais ça, c'est parce que tu avais déjà mis des vidéos aussi sur Voilà, parce que oui, en effet, je faisais des vidéos sur Internet depuis déjà... j'ai commencé vers 17 ans, quand je passais mon bac. Et donc, cette école de théâtre, on en parlait tout à l'heure, je m'y plaisais pas. J'étais trop en décalage avec les autres élèves. Et je crois que les autres élèves supportaient pas trop non plus que ça marche pour moi à l'extérieur et tout. Et donc, en fait, il y a un moment, j'ai arrêté mon déni. Je me suis dit, bon, en fait, cette école de mes rêves, elle est bien, mais je crois que j'y suis pas heureuse. Et donc là, le énième coup de fil de « Bonjour, je suis Marion du casting Incroyable Talent. Est-ce que vous pourriez venir ?» Et là, j'ai vu l'image d'un train qu'il fallait pas rater. Et j'ai fait « Bon, allez, stop, on envoie tout balader. Je suis pas heureuse là tout de suite. J'y vais, on verra bien, je prends une année sabbatique et puis je reviendrai. » Ah, carrément une année sabbatique. Moi, dans ma tête, vraiment, je suis partie de l'école, je fais une année sabbatique, comme ça, je serai plus avec cette classe affreuse. Ah, c'était les gens, en fait. Ah, oui. Et je me suis dit, je serai dans une autre promotion avec des gens super. Bon, je fais le truc, je gagne, et puis évidemment, aucune envie de retourner sur les bancs de l'école quand on a goûté à la liberté de ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que tu es encore en contact avec des candidats ou des membres du jury? Oui, alors membre du jury, forcément, puisque Éric Antoine, qui fait partie du jury, a fait péter les contrats et me produit aujourd'hui. Ah oui. Avec Jérémy Ferrari, ouais, c'est chouette. En fait, il n'avait pas le droit de me produire
normalement. Parce qu'il ne peut pas produire des candidats de l'émission, ça fait un peu conflit d'intérêts. Donc il m'a présenté son super pote Jérémy Ferrari, et puis ça s'est fait. Oh, bah, et après il a dit « Oh non, mais c'est pas possible, je peux pas, allez, je demande à M6 », et M6 avait accepté... Exceptionnellement. Exceptionnellement, super. Aujourd'hui, tu considères que ça a été vraiment le tremplin de ta vie? Franchement, oui. Alors, ça a été l'arrosoir, l'engrais de ma vie. Parce que j'ai planté plein de graines qui poussaient, mais moi, je suis pressée. Hein. T'es jeune quand même. Ça poussait doucement. C'était un petit gazonnet comme ça. Et puis, il y a un incroyable talent. Et tout a poussé super fort. Et donc, voilà. Ça a accéléré tout, en fait. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Capucine, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Et un de vos espoirs pour Tom, votre fils, c'est que les autistes ont les forces de leur faiblesse en quelque sorte et que ces forces peuvent trouver à s'exprimer dans la société. Alors dans ces forces, il y a par exemple une façon de décoder le monde parce qu'ils ne le voient pas pareil, et ça c'est très bien expliqué par un certain nombre d'entre eux, ils le voient un peu comme diffracté. Et ça leur donne une capacité à identifier les détails de dingue. Même Tom, il vous épate là-dessus quand vous visitez des maisons abandonnées. Alors, Tom, avant de détecter les maisons abandonnées, il passe beaucoup de temps sur les cartes satellites à les chercher. Il repère les toits cassés des maisons et après on regarde les adresses et on va les visiter ensemble. Ce qui m'a donné envie d'essayer de trouver quelqu'un qui avait le même centre d'intérêt que lui. Et en fait, en Israël, il existe un programme chargé d'intégrer les personnes avec autisme dans l'armée, notamment dans la détection d'images satellites. Donc on s'est rendu à Tel Aviv pour rencontrer Elad, qui vit de la passion de Tom en fait. Son métier, c'est de repérer sur des cartes satellites des maisons qui ont été construites à Tel Aviv, peut-être de manière illégale, tout ça. Donc ça, c'est un bel espoir en tant que père, en me disant que peut-être plus tard, Tom, grâce à cette passion, pourra trouver un emploi. Alors ce sera peut-être pas à Tel Aviv, mais pas dans l'armée, de toute façon, il n'y a pas de service militaire en France, mais en tout cas, voilà. Il faut capitaliser sur les intérêts spécifiques. Fin 2022, Alice Zaguré et Nicolas Collin, cofondateurs de l'incubateur parisien The Family, se retournent contre leur troisième associé, Oussama Hamar. Ils le soupçonnent d'avoir détourné 4,5 millions d'euros à des fins personnelles. Le reste, je préfère te laisser le raconter, Léa, puisque tu as enquêté pendant plus d'1 an sur cette affaire The Family. C'est vrai qu'elle a commencé à exploser. On l'a retrouvée dans Vanity Fair, dans Le Monde, à partir du moment où Alice Zaguré et Nicolas Collin ont porté plainte contre leur troisième associé, Oussama Hamar. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu t'y intéresser si tôt avant les autres ? Alors moi, ça faisait des années que je travaillais dessus. Je suivais l'écosystème, journaliste tech, à Libération puis à Challenge. Et ça faisait partie des endroits iconiques de la French Tech. C'est-à-dire, c'était à la fois un accélérateur, donc c'est-à-dire un accompagnement pour les startups, mais c'était aussi un endroit où on pouvait investir dans des boîtes, où on pouvait participer en tant qu'investisseur, même des gens qui n'avaient pas l'habitude. Et puis, c'était vraiment un endroit où il y avait toutes les grandes conférences de la tech, toutes les personnes importantes qui venaient. Il y avait eu Sheryl Sandberg, il y avait eu Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Bref, c'était un peu les personnalités incontournables. Et ils avaient un discours très, alors je caricature, mais très disruptif, rentre dedans. On n'a pas besoin de l'argent public. On est là pour pousser les entrepreneurs qui sont vraiment innovants, qui sont prêts à prendre des risques. Chez nous, on veut que tout le monde puisse devenir entrepreneur. Donc voilà, au début, j'ai commencé à travailler sur cette initiative que, évidemment, au début, je trouvais géniale. Surtout dans l'écosystème tech des années 2010, en fait, où il y avait quasiment rien, très peu de financement, très peu de start-up. Dès qu'une start-up levait 300 000 euros, on faisait un article tellement c'était exceptionnel. Aujourd'hui, ça ne nous viendrait même plus à l'idée. Donc il y avait vraiment quelque chose de positif. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, ils ont commencé à être un petit peu plus critiqués. D'abord, Oussama Hamar pour ses discours un peu coaching d'entrepreneuriat, mais avec aussi beaucoup de bullshit bingo, beaucoup de propos qui se contredisent en fonction des émissions, en fonction des conférences, des tables rondes. Et puis, au tout début 2015, une enquête de l'Express qui dit qu'en fait, il aurait déjà été condamné pour faux, usage de faux et détournement de fonds dans une des entreprises précédentes dans laquelle il avait travaillé. Voilà. Et donc, on ne comprend pas trop pourquoi, à partir de ce moment-là, où les critiques commencent à être très, très fortes, eh bien, les associés continuent à se soutenir à fond, continuent à travailler ensemble, à lever des fonds, à se développer, sans peut-être commencer à se méfier de leur troisième associé. Quand on travaille avec le SAMU, j'imagine qu'on est amené à voir des choses parfois assez difficiles. Surtout que on remplit une fiche bilan.
pour travailler avec le SAMU. Ça veut dire qu'on le donne à l'infirmier aux urgences. Et cette feuille bilan reste 20 ans dans le dossier médical du patient. Donc, on ne peut pas se tromper. On n'a pas de marge d'erreur. On a un protocole qui fait que quand on fait notre bilan arrivé au domicile du patient, on doit appeler le SAMU, lui dire toutes les constantes qu'on a évaluées sur place. Ouais. Et après, le SAMU nous dirige vers le centre hospitalier où on doit aller par rapport à la pathologie du patient, que nous, on a vu par rapport à son état. Ouais. Mais il est évident qu'il faut quand même faire les bonnes constatations par rapport à l'état du patient. Un bon diagnostic. C'est la partie la plus intéressante, la plus stressante aussi, j'imagine, du métier. Comment on s'y prépare ? On a ça en soi, vous pensez ? Oui, je pense qu'on doit avoir ce petit truc d'observation, d'écoute, on doit avoir ce truc-là en soi, de ne pas avoir peur de l'adrénaline, de tout ce qui peut se passer à l'instant T. La personne, elle peut vous parler et d'un seul coup tomber dans les pommes. On ne sait pas, en fait. On ne sait vraiment pas sur quoi on va tomber. Donc, on sait un petit peu quand même, parce que notre régulation nous tient informés quand même un minimum. D'accord. Mais souvent... le problème peut s'aggraver assez rapidement. Sur le moment, rapidement. Et des fois, ça peut être que des petits bobos et juste un stress, parce qu'on vit quand même en Île-de-France, c'est quand même beaucoup de stress, faut dire la vérité. Laurent Facon. Et puis le Covid a fait beaucoup stresser les gens aussi. Donc niveau respiration, je trouve que les gens ont assez évolué dans ce sens-là. D'accord. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On embrasse particulièrement la petite Léna qui est souvent avec nous sur School TV, à qui on fait un petit coucou. On embrasse aussi Loïc Landreau. Mais oui, embrassez-moi. Évidemment. N'hésitez pas. Qui est formidable sur l'émission. J'embrasse aussi, parce qu'aujourd'hui j'embrasse, c'est comme ça. J'embrasse Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction qui font un travail absolument formidable, ainsi que toute l'équipe aujourd'hui à la réalisation. C'est Théo Boscar, au son c'est Thibaut Goury-Lafont et les maquillages Tae Sayad. Très belle soirée à tous et à très vite.